Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Yes. Bonjour à tous. Je me présente du coup Alexandra, client partner chez Dinmo, accompagnée de Oussama, fondateur et CEO de Dinmo. On va parler de l'utilisation de la donnée client, notamment via des outils type CDP, donc Customer Data Platform, et de l'intelligence artificielle. En introduction déjà, pourquoi on a besoin d'utiliser la donnée client pour personnaliser son marketing, son expérience client? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des attentes des consommateurs. On est vraiment avec des consommateurs qui sont bercés par une génération Netflix qui ont des contenus toujours ultra personnalisés, que ce soit dans ce qu'on leur propose, dans les vignettes qu'on leur montre pour le produit qu'on va leur demander de consommer, et dans toutes les communications dans lesquelles ils s'attendent d'avoir. Le problème, c'est qu'on est aussi à date toujours bombardé de mails qui se disent personnalisés, mais qui ne le sont pas vraiment. Ça va commencer toujours par un prénom, est-ce que tu es... commande dès maintenant la nouvelle offre, etc. Donc on essaye de mettre de la personnalisation avec des prénoms, etc. Mais c'est jamais le bon message au bon moment vers la bonne personne. C'est vraiment des mails qui tombent dans une boîte mail qui globalement ne sont pas lus et qui seront totalement oubliés. Pourtant, on sait que la donnée client, elle est très importante à tout moment de la vie d'un client, donc même avant qu'il soit un client, pour l'engager, pour le fidéliser et le réactiver quand il y a besoin. On va avoir besoin de données globalement pour bien lui parler, le transformer d'un prospect à un prospect chaud. Une fois que le prospect est chaud, pour le convertir, on voit qu'on a besoin de plus en plus de touches avec lui. Et donc la personnalisation de toutes les touches clients va vraiment être importante. Et derrière, même une fois que quelqu'un a déjà acheté, on voit que c'est plus suffisant d'avoir eu une première touche avec cette personne, mais qu'il y a vraiment un enjeu à le faire réacheter, à éviter le churn et donc à le réactiver avec des offres au bon moment, avec le bon message et la bonne promotion potentiellement. Et qu'on voit que globalement, les entreprises qui arrivent à bien utiliser la donnée client grâce à des outils type CDP ou de l'intelligence artificielle multiplient quasiment par 3 leur lifetime value. Et donc, je vous laisse Oussama prendre la suite pour présenter les solutions type CDP. Merci Alexandra. Donc je vais prendre cette partie pour vous parler un peu des Customer Data Platform. Déjà avant de commencer, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé ou exploité des CDP? Juste pour voir l'adoption, si on peut lever la main. Donc voilà, on voit une très petite partie. Et c'est étonnant en fait de se dire qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui en fait qui disposent d'une CDP. Vu la promesse de la CDP qui est la capacité à réconcilier les données et les rendre accessibles pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, la réalité d'avoir en fait une communication CRM qui est très générique en fait, qui part de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle lance en fait comme produit qui part pas du client et qui en fait engendre le désengagement du client. Et on va partir après dans cette partie pour voir comment on peut rendre en fait la CDP un peu plus accessible à un plus grand nombre d'entreprises. Donc avant de commencer déjà, qu'est-ce que c'est une CDP? La fonction première d'une CDP, c'est la centralisation, l'unification en fait, des données clients pour permettre ensuite à l'ensemble de l'entreprise, des personnes qui vont communiquer avec les clients, d'avoir toutes les données dont ils ont besoin pour personnaliser leur message vers ces clients-là. Donc ça part d'une première partie de récolte de données digitales des différents outils et ensuite leur centralisation dans la CDP pour en construire une vision unifiée et ensuite la rendre accessible sur l'ensemble des leviers qu'on va utiliser pour communiquer avec les clients. Il faut savoir aujourd'hui qu'un client communique, laisse des traces sur à peu près une douzaine de canaux avec l'explosion des canaux digitaux. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de rendre cette information disponible partout sur les outils. Et donc maintenant, on va essayer de voir pourquoi donc, ces CDP ne sont pas si adoptés que ça et aborder la partie cette nouvelle génération des CDP composables. Le premier pain point quand on est allé vers le marché pour voir pourquoi il n'y a pas cette adoption, c'est la première partie, qui est l'intégration, qu'on appelle l'intégration des données clients et leur centralisation de la CDP. On se rend compte dans la majorité des cas avec la première génération des CDP comme Salesforce, Adobe, Treasure Data, que les projets sont très très lents, ce qui rend en fait le ROI très compliqué à aller chercher. Et pourquoi? Parce qu'on va demander à des équipes techniques d'aller chercher l'ensemble des données de plusieurs outils et ensuite de les mettre en conformité pour que la CDP soit capable en fait de les lire et de les exploiter avant de les rendre disponibles pour les équipes marketing. Donc maintenant, par opposition à ça, on va parler
Quand on regarde dans ces entreprises, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disposent déjà de la donnée client et qui est centralisée quelque part dans des architectures cloud comme Snowflake, Google Cloud Platform ou encore Databricks, mais que cette donnée-là, elle est sous-exploitée. Elle est déjà cloisonnée dans un domaine data et IT et on l'exploite uniquement par la BI. Alors que cette donnée, en fait, ce qu'on voit souvent chez les clients, c'est qu'ils se disent, en fait, je vois cette donnée sur le dashboard, j'en ai besoin dans mon CRM, mais j'y ai pas accès. Et en commençant en fait, à construire Dynamo, en fait, on s'est rendu compte que c'était une opportunité parce que du moment où la donnée elle est déjà disponible, les utilisateurs sont déjà exposés à cette donnée via des dashboards. Comment on la rend en fait, disponible dans les différents outils qu'on utilise pour communiquer avec les clients. Et c'est là où vient l'approche CDP composable qui consiste à se dire on ne va pas recopier les données, on ne va pas les remettre dans un nouvel outil, on va essayer de les lire là où elles sont et les rendre disponibles à travers une interface intuitive pour des équipes non techniques pour qu'elles puissent les exploiter sans code. Et c'est vraiment le point principal qui fait la différence entre les CDP et les CDP composables, c'est cette capacité à rapidement s'intégrer à la donnée qui est déjà disponible, sans forcer le client à changer son modèle de données de client, comment il voit en fait son business et son entreprise. Et pour des clients qu'on a accompagnés, qui ont déjà en fait disposent de cette donnée-là structurée dans un data warehouse, data lake, Redshift ou Google BigQuery ou Snowflake, la connexion elle se fait en 15 minutes. Et dans la journée, ils arrivent en fait à implémenter des cas d'usage qu'ils ont attendu plusieurs mois en fait à implémenter parce qu'ils n'avaient pas accès à cette donnée. Et ensuite, si on passe sur le deuxième pain point qu'on va voir, c'est la... Tu sais comment revenir? Désolée. C'est bon. Pardon. Il y a eu du spoil. Désolée. La slide d'après. C'est bon. Voilà. Donc le deuxième point de douleur en fait qu'on voit même quand la CDP est implémentée, c'est la capacité à maintenir les connecteurs avec l'ensemble des outils que vous utilisez. On voit aujourd'hui en fait des cycles de changement d'outils CRM, de marketing automation qui est beaucoup plus réduit et ça évolue très vite et les entreprises ont envie de suivre ces avancements, mais le problème c'est que certains CDP, ça peut être compliqué de suivre et de développer en fait ces outils, ces connexions avec cet écosystème marketing, ce qui rend l'implémentation de vos scénarios marketing long et surtout coûteux aussi parce que le développement de connecteurs, ça nécessite aussi de payer aussi des développements pour la CDP pour qu'elle puisse s'intégrer avec votre écosystème. Si on revient du coup sur l'approche d'Inmo, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, c'est la responsabilité de la CDP de vous apporter une solution plug and play pour connecter l'ensemble de vos données à l'ensemble des outils où vos clients en fait que vous utilisez pour communiquer avec vos clients. Donc, comme vous le voyez, on dispose de centaines de connecteurs qui couvrent tout l'écosystème en fait digital, tous les outils que vous allez utiliser pour communiquer avec vos clients à travers des publicités en ligne, ou également l'outil de support, type Zendesk, Intercom, et toute la partie CRM, que ce soit en fait des outils un peu à l'ancienne, type Salesforce Marketing Cloud, ou encore des outils plus modernes comme Iterable ou Braze. On vous met à disposition ces connecteurs, comme ça les équipes marketing vont se concentrer principalement sur construire des audiences, construire des attributs agrégés, et ensuite en quelques clics, retrouver ces données synchronisées en temps réel avec l'ensemble des outils que vous utilisez tous les jours. Ensuite, troisième problématique qu'on voit souvent avec les CDP, c'est l'absence d'intelligence. C'est-à-dire que même quand on implémente un CDP, qu'on a accès en fait, à l'ensemble de la vision client, c'est les transactions, les événements digitaux, on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'il faut communiquer avec le client, quel produit lui recommander. Donc c'est un ensemble d'informations où il faudra avoir besoin en fait, de data scientists en interne, qui coûtent souvent très cher, et qu'il développe en fait ces algorithmes et qu'il déploie ces algorithmes en interne pour ensuite pouvoir les exploiter dans la CDP. L'approche d'Inmo, c'est de se dire comment on peut apporter cette intelligence qui est disponible et aujourd'hui uniquement sur des plateformes digitales type Netflix ou encore Spotify, etc., à des entreprises un peu plus traditionnelles comme le retail. Et ça passe par une approche un peu plug and play déjà, avec la capacité d'aller accéder
à l'ensemble de la donnée via un, un segment builder, un constructeur de segments d'audience visuel qui vous permet de construire n'importe quel segment, quelle que soit sa complexité. Et ensuite, de voir des analytiques, des recommandations par rapport à ces audiences, par rapport à ce qu'ils vont acheter et suivre leur performance dans le temps. Et la troisième partie, ça consiste aussi à donner une interface qui permet vraiment d'interroger la donnée. On parle beaucoup d'IA générative et on essaie d'apporter ça également pour les données, pour que vous puissiez vraiment communiquer, chatter avec vos données, d'avoir en fait un peu un data analyst qui est disponible dans votre entreprise où vous pouvez poser des questions, comprendre les mécanismes qui régissent les achats clients, quels sont les produits qui sont les plus achetés par une audience en particulier. Et ça, c'est la première étape avant d'aller construire la bonne audience et définir le bon message pour cette bonne audience. Et la quatrième partie, donc, on en a parlé, c'est cette capacité à prédire ce qui va se passer dans le futur. Si je sais qu'un client a acheté par le passé un certain nombre de produits, je me poserai la question, qu'est-ce que je peux lui recommander en upsell ou en cross-sell et à quel moment? C'est toujours en fait ce triptyque-là qui va définir le degré de personnalisation qu'on a avec le client. Et la dernière étape, c'est via quel canal. Parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des canaux, on peut avoir des clients qui n'ouvrent pas leur mail, mais par contre qui lisent leur SMS ou qui réagissent aux notifs parce qu'ils sont c'est installé sur leur application et qu'ils sont réactifs à ça. Et donc cette capacité à savoir via quel canal je communique avec le client, à quel moment et quel produit lui pousser, c'est vraiment ce qui permet d'aller chercher ce multiple x3 de LTV et ce qui fait la différence entre des entreprises aujourd'hui qui sont capables de retenir leurs clients grâce à ce degré de personnalisation et des entreprises qui vont rester en fait sur une approche de masse qui est plus la communication corpo vers les clients. Et voilà, donc on apporte, je vais passer assez rapidement pour laisser un peu de temps. Mais globalement aujourd'hui, en fait, on amène à nos clients en fait, sur étagère, notamment des clients dans le retail, des modèles qui permettent d'anticiper le churn. Donc pour tous les clients et mise à jour régulièrement, avoir un score qui permet de savoir si le client est à risque de churn ou pas. Ensuite, une liste de recommandations produits ou de catégories de produits pour être capable de personnaliser les emails, les communications que vous allez lui pousser. Et identifier le bon moment de communication et sur le bon canal. Et tout ça, c'est de façon transparente, c'est-à-dire que la donnée, en fait, elle est tout le temps disponible pour les équipes data, les équipes IT, mais également les équipes marketing, et avec aussi des indicateurs qui permettent de suivre la performance des différentes prédictions. Et c'est vraiment des modèles propriétaires on s'est inspiré beaucoup de ce qui se passe dans ces plateformes digitales et on a essayé de les adapter au monde du retail, où au lieu de recommander un contenu, une série, un film, on recommande plutôt un produit ou une newsletter. Et ce qui permet au CRM Manager d'éviter les communications de masse. Et bientôt, on va aussi rajouter la possibilité pour certaines entreprises qui ont déjà en fait, des data scientists en interne, qui sont capables de construire des modèles sophistiqués, qui sont disons, plus adaptés en fait, à leur contexte, de les importer directement dans notre CDP pour qu'ils puissent exploiter ce résultat-là sur l'ensemble de leurs outils marketing. Et le dernier pain point, en fait, on le sait tous, hein, ça remonte toujours en premier, c'est le coût des CDP. Historiquement, les CDP étaient conçus pour un contexte enterprise. Donc, si on n'est pas Adidas, Nike ou une boîte du CAC 40, en fait, on ne va pas aller vers la CDP parce qu'il y a une barrière de prix. Donc, il faut se le dire aussi, assumer un coût de licence de plusieurs centaines de milliers d'euros, en plus d'un coût d'implémentation qui va être équivalent de 2 années de licence, ça fait quand même en fait une barrière à l'entrée qui ne permet pas d'apporter cette CDP en fait à un plus grand nombre d'entreprises. Alors qu'on l'a vu, en fait, il y a des cas d'usage intéressants pour toute taille d'entreprise. À partir du moment où on commence à avoir 20 000, 30 000 clients en basé avec lesquels on peut communiquer, et il y a un enjeu en fait d'augmentation de la lifetime value. Pour nous, c'est important que ces entreprises aient accès à ces fonctionnalités-là. Et c'est là où on a aussi une réponse et vraiment un enjeu fort de rendre la CDP plus accessible grâce à une approche composable, c'est-à-dire comme on ne stocke pas la donnée, donc il n'y a pas vraiment, il y a une composante en fait qui est rapatriée chez le client, on va exploiter ce qui existe, et derrière aussi en fait on a un pricing qui permet de répondre en fait
de s'adapter à la taille de l'entreprise. On va regarder le nombre de plateformes sur lesquelles on va activer la donnée ou encore le nombre de données qui vont être exploitées dans la CDP pour rendre cette CDP aussi accessible à des entreprises qui historiquement faisaient sans. Yes. Pour conclure, du coup, on voulait vous donner un cas concret de ce qu'on a pu faire aussi avec un client. Donc Interflora, je pense que c'est assez connu par tout le monde dans la salle, mais groupe de delivery, j'ai pas le mot français, désolé, de livraison de fleurs, voilà. Et globalement, on les a aidés avec une approche composable et modulaire à rendre leurs données plus accessibles, 2 plus intelligentes et 3 plus impactantes. Quand je dis plus accessible, quand on parlait avec Guillaume Imbert, du coup leur directeur e-commerce, il nous disait globalement que ça faisait 2 ans qu'il essayait d'utiliser sa donnée client dans ses différents outils, mais qu'il n'avait pas accès. Et donc ce qu'on voit dans les résultats, nous, c'est vraiment qu'on a fait l'implémentation en une demi-journée, on allait chez eux, on a connecté tout ce que leurs équipes data avaient fait dans leur data warehouse aux outils métiers. Évidemment, on a fait ça de manière progressive, on a fait des cas d'usage basiques initialement pour qu'ils prennent en main la plateforme, et on est allé en progression tout au long de notre collaboration. Mais l'idée, c'était vraiment de connecter leur data warehouse, leur recréer une vue à 360 degrés de leurs clients, donc vraiment dire chaque client combien de commandes il a fait, où est-ce qu'il les a fait, quel type de produit il a fait, parce qu'il y a plusieurs types de fleurs. Est-ce que c'est que des personnes qui achètent pour la fête des mères? Est-ce que c'est des personnes qui achètent pour des anniversaires, etc. Et derrière, ça leur permet d'avoir une segmentation très fine de leurs clients pour toutes leurs BU, parce qu'ils sont multi-pays, sur 9 pays différents, et de les envoyer sur tous leurs outils marketing, que ce soit vraiment du publicitaire, donc TikTok, Google, Meta, etc., du CRM avec MR6, ou du support avec Zendesk. L'idée, c'est toujours d'avoir à disposition pour toutes les équipes métiers de la donnée disponible. Donc on a pu mettre différents cas d'usage en place. Le premier pour les plateformes publicitaires, c'était du coup l'utilisation d'audience first party, vraiment d'utiliser de la donnée propriétaire pour des cas d'usage de type exclusion, venir exclure des personnes qui ont déjà acheté récemment de toutes les campagnes publicitaires pour éviter de dépenser de l'argent sur des personnes qui ne vont pas réacheter tout de suite, sur des vraiment stratégies de ciblage ou des stratégies de lookalike sur leurs meilleurs clients. Une autre stratégie qu'ils ont pu mettre en place aussi sur des plateformes publicitaires, ça va vraiment être l'optimisation à la marge. Et ce qu'on voit en résultat net, du coup, au niveau du groupe, c'est plus 5% de marge nette au niveau du groupe, donc cross-BU sur les 9 pays, grâce notamment au cas d'usage d'optimisation à la marge de toutes leurs campagnes publicitaires qu'ils ne pouvaient pas faire sans Dino, parce qu'ils n'avaient pas d'outils pour remonter les informations de marge à leur plateforme publicitaire. En CRM, ils vont notamment utiliser tout ce qui est les attributs prédictifs que Oussama a pu présenter sur est-ce qu'une personne a de la valeur ou non pour Interflora, est-ce qu'elle va avoir une LTV forte dans les mois à venir, et surtout est-ce qu'elle a un risque de churn, et comment je la réactive si elle a un risque de churn, avec quel produit d'appel je vais la contacter, et est-ce que j'ai besoin d'un coupon, d'une promotion ou pas, pour la réactiver. Et encore une fois, si je pousse une promotion, quel type de promotion je pousse? Est-ce que c'est du pourcentage? Est-ce que c'est de la valeur, donc moins 20%, moins 5 euros, ou un acheté, un offert? C'est vraiment différents types de promotions que les retailers vont pouvoir faire, et que nous, on analyse en disant, on pose que cette personne, elle est promophile, oui, non, et en plus, elle est appétente à ce type de promotion. Et le dernier cas d'usage du coup qu'on a pu mettre en place avec Interflora, c'était vraiment optimiser leurs outils de support. Donc avec les scorings qu'on a sur le risque de churn, sur la LTV, etc., de venir prioriser les tickets qu'ils ont dans leurs outils de support. Donc on va toujours traiter en priorité des personnes qui ont de la forte valeur pour Interflora. Du coup, pour finir, pour vous laisser du temps si vous avez des questions, en résumé, l'approche composable de Dinmo rend la donnée du coup vraiment plus accessible. Donc ça permet d'avoir toutes vos données clients dans tous vos outils marketing et métiers, donc vraiment publicitaire, CRM, support, j'en oublie peut-être, mais globalement dans tous les outils métiers que vous pouvez utiliser, et le tout sans compétences techniques et de manière très rapide. Ça nous permet également d'avoir une donnée plus intelligente grâce à des modèles du coup propriétaires d'intelligence artificielle de type churn, LTV, recommandations de produits, etc., qui sont vraiment conçus pour des retailers. Et c'est vraiment une approche qui est disponible à tous, parce qu'on n'a pas besoin
d'avoir un gros budget pour s'offrir un outil type CDP qui de base est plutôt pour les compagnies enterprise, comme l'a dit Oussama. Et on rend encore une fois la donnée accessible, donc on n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques très fortes pour pouvoir la mettre en place. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez une question, je pense qu'on a 5 minutes pour y répondre. Ouais, on a 6 minutes même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez déjà mis donc des solutions en place pour des fabricants en B2B, par exemple? Pardon, j'ai pas bien entendu. En B2B, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous avez des use cases en B2B? Oui, enfin, on est présent en B2B. C'est pas le segment, pour être honnête, sur lequel on est le plus présent. Pour une raison simple, ça dépend en fait de la taille de la base client qui est à travailler. On a des clients type un core store, donc c'est du B2B, donc ils travaillent avec des retailers qui vont mettre en fait, mais ça reste quand même un enjeu de retail B2B. Et on a également en fait des clients plus à l'abonnement, des SaaS comme Human Linker, la solution qui permet de personnaliser votre prospection B2B, ou également des entreprises type Yavin qui ont aussi les abonnements, les terminaux de paiement. Donc il n'y a pas forcément de différence entre un B2B et un B2C du moment où en fait, on a suffisamment de clients et donc l'enjeu de segmentation est d'avoir une vue unifiée enrichie avec de l'intelligence et un enjeu pour l'entreprise B2B. Donc ça dépend aussi Mais naturellement, on en a moins parce qu'il y a moins de peu de B2B qui disposent en fait de plusieurs dizaines de milliers de clients aujourd'hui. D'autres questions? En tout cas, on sera sur le stand V26, donc venez nous voir vous pouvez nous demander en fait sur LinkedIn avec Alexandra. On sera disponible pour répondre à vos questions et vous faire des démos en live. Sachez également en fait qu'on offre on est la seule CDP aujourd'hui sur le marché européen qui peut offrir un essai gratuit de 30 jours. On vous met à disposition en fait un expert des CDP de notre côté, ça peut être Alexandra ou une autre personne de l'équipe, qui vous accompagne sur la mise en place de 3 cas d'usage prioritaires pour vous montrer en fait l'impact de la CDP et vous permettre aussi d'avoir un business case pour aller défendre un projet CDP auprès de votre organisation. C'est vraiment fondamental pour nous de l'approche héroïste et d'être capable aussi de prouver ça avant même de s'engager sur des durées de 2-3 ans. On n'a pas l'enjeu de garder des clients qui ne sont pas contents et on essaie toujours de prouver qu'il y a un ROI avant d'aller sur des engagements un peu plus longs. Mais en tout cas, merci pour votre attention et à tout à l'heure. Merci.